Bonjour à tous, bienvenue au podcast Passion Psy. Donc avant de commencer l'épisode, on souhaitait remercier Choc de nous permettre d'utiliser leur studio et équipement. En fait, Choc, c'est une radio étudiante de l'UQAM dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage et d'offrir une voix à la communauté universitaire uqamienne. Plus concrètement, Choc, c'est un endroit à même l'UQAM où il est possible d'enregistrer, faire du montage et bénéficier de l'expertise du personnel. Il s'agit également d'une plateforme de diffusion de balados, d'émissions de radio, de reportages et de capsules. Puis on peut les retrouver sur les différentes plateformes de diffusion comme Spotify et Apple Music ou directement sur leur site web à choc.ca. Bienvenue au podcast Passion Psy. Nous sommes Marie-Lou et Juliette, vos co-animatrices. Puis aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Roxane Leduc, donc doctorante en psychologie au profil double à l'UQAM dans l'approche psychodynamique. Elle poursuit présentement ses études sous la direction du professeur Alexandre Larchevêque, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans un épisode précédent du podcast. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, Roxane nous parle de son parcours, ses premières découvertes en psychologie jusqu'à son entrée au doctorat. Elle revient sur ses choix qu'elle a faits en cours de route, les défis qu'elle a rencontrés et les réflexions qui ont nourri sa trajectoire. On aborde aussi son expérience actuelle en tant que doctorante, donc son sujet de recherche, son organisation au quotidien et ses stratégies pour jongler avec ses diverses responsabilités. Elle nous partage aussi comment s'est déroulé son processus de sélection pour son directeur de thèse. Donc bref, c'était un échange vraiment riche et très inspirant qu'on espère que vous allez adorer autant que nous. Bon épisode! Donc bonjour Roxane, bienvenue au Balado Passion Psy. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Oui, on a vraiment hâte d'échanger avec toi. On a préparé quelques questions, puis on a bien hâte de creuser un peu plus sur ton parcours, puis de pouvoir explorer un peu différentes facettes de ton cheminement à date, puis où tu te vois dans l'avenir aussi avec toi aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Pour vrai, j'ai aussi participé à un podcast quand j'étais au bac, en fait, là, comme j'ai contribué un peu à organiser le tout. Donc, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de me rendre l'appareil aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est comme le cycle un peu, là. C'est rendu à ton tour. Oui, c'est ça, exactement. C'est ton tour, le rendu au doc. Ah, ben c'est super. Ben si tu veux, on va plonger directement avec notre première question. Fait qu'on a cru comprendre que ton parcours, il était quand même un peu atypique, diversifié. Tu as comme touché à plein de différentes choses. Fait qu'on voulait savoir, tu sais, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu depuis le cégep, mettons, ton parcours, à quoi ça leur ressemblait? Oh, depuis le cégep. C'est quand même loin. Ben, en fait, j'ai fait mon cégep au Vieux-Montréal et en sciences humaines. Puis j'avais déjà de base un intérêt pour les neurosciences, pour aussi la neurodiversité. Okay. C'est comme dans le temps, je m'intéressais surtout au spectre de l'autisme, au TDAH aussi. En tout cas, il y avait comme des questions que j'avais. C'était des sujets aussi qui venaient beaucoup dans l'actualité. Donc, en tout cas, j'avais fait mon projet final, là, comme de programme. Oui, l'épreuve synthèse, ou je ouais, sais pas comment ils appellent ça. Ouais, je pense. Ouais. Exact. Fait que j'avais fait l'épreuve synthèse, en fait, sur... En fait, c'était comme une genre d'analyse comparative entre deux auteurs et autrices qui avaient écrit sur le sujet. Puis là, j'étais comme, OK, ouais. Ça m'a donné envie d'explorer dans le cadre du bac en psycho à l'Université de Montréal, où il y a c'est quand même axé beaucoup sur les neurosciences. Ouais, c'est puis l'approche neuro-cognitivo-comportementale. Fait qu'en tout cas, j'avais quand même le désir d'aller creuser un petit peu plus là-dedans. Puis, c'est ça, je me suis impliquée au bac dans un laboratoire de recherche en neurosciences, autisme. J'ai touché à la clinique, l'intervention plutôt, devrais-je dire, dans des organismes communautaires, beaucoup. Puis finalement, ben, c'est ça, comme mes intérêts ont un peu comme changé au fur et à mesure que j'explorais, parce que j'ai connu le milieu communautaire, là, entre autres, qui va avoir une vision, mettons, alternative de la santé mentale. Puis on dirait que ça a vraiment comme ouvert mon champ puis mes horizons, tu sais, puis ça, les neurosciences continuent de faire partie de mes intérêts, mais je trouvais ça cool au fil de mon parcours là, d'explorer un petit peu ailleurs aussi, tu sais, qu'en autisme, tu sais, ou TDAH. Donc, c'est ça, tu sais, je me suis impliquée aussi... dans le temps, ça s'appelait Suicide Action Montréal, tu sais, puis maintenant, c'est le Centre de prévention du suicide de Montréal. J'ai travaillé dans un centre de crise aussi entre le bac et le doc parce que mon parcours n'est pas tout à fait linéaire. Oui, c'est ça, OK. Donc,
voilà un peu, voilà un peu ce qu'il y en est. Puis je me suis impliquée dans un labo de recherche aussi en psychodine, tu sais, puis troubles de la personnalité, puis relations, ce qui m'a aussi comme donné le goût d'aller Ben plus oui. là-dedans aussi par la suite. Là. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ouais. Ben Ben, oui. ça me donne un bon aperçu, je pense, justement, des différentes comme étapes. Ça se suit quand même. Tu sais, oui, c'est diversifié, mais il y a quand même une suite à tout ça. Là, c'est Ouais, pas. ouais. On voit comment tes réflexions t'ont mené à passer à la prochaine étape, puis comment tu as su élargir tes perspectives. Un peu, c'est super intéressant de voir que tu as un peu touché à tout, puis qu'au fil du temps de ton parcours, tu as pu comme un peu découvrir des nouveaux sujets qui t'intéressaient, puis un peu t'impliquer là-dedans. C'est super intéressant. Puis ça m'amène à te poser la prochaine question, dans le fond, qui serait, est-ce qu'il y a un moment peut-être plus décisif qui a fait en sorte que tu savais que tu voulais aller en psychologie, là, vraiment, qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, je me lance dans ce domaine-là? Mon Dieu, ça remonte au secondaire, en fait. Ah là. Fait que là, il faut que je ouais? recule encore Ok. plus loin Ouais, que le c'est ça. cégep. Donc, je dirais qu'au secondaire, en fait, je m'intéressais beaucoup au comportement humain, aux émotions Ok. aussi, de façon générale. J'avais été parent aidante, entre autres. Je sais pas si vous aviez ça aussi, là. C'était comme un programme où il y avait des étudiantes qui étaient sentinelles un petit peu, OK. puis qui suivaient des Ah, c'est formations comme en santé mentale. Puis on avait des week-ends aussi de formation, Ah, wow, mettons, OK. avec tel jeune, là, tu sais, puis OK. c'était vraiment, même. vraiment cool. Puis on dirait que ça contribuait aussi à me donner la piqûre. Puis en parallèle, je geekais aussi sur Internet, là, tu sais, comme jusqu'à 1h, 2h du matin Ben sur oui. ah ouais, il y a des choses. On dirait qu'il y avait comme une vague avec la série The Mentalist là, à l'époque. Là. OK. Tu sais, d'analyse genre du non-verbal, là, tu sais, qui peut donner des indices sur Ouais. le comportement de la personne. Puis bon, c'est ça, j'étais ado, puis C'est intriguant. je trouvais ça vraiment intriguant, Ouais. tu sais, et tout. Là, donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, hey, OK, ben j'aimerais ça confirmer ça. Ben c'est ça, c'est auprès d'une conseillère d'orientation OK. et tout, parce qu'en fait, j'avais comme beaucoup d'intérêts, genre Ouais. vraiment variés. J'avais pensé aller en arts et lettres, communication aussi, comme dans le temps. Puis, genre, faire de la radio, genre du journalisme. En tout cas, je m'étais un peu penchée, tu sais, là-dessus. J'ai déjà voulu aller en musique aussi parce qu'en tout cas, genre, je pratiquais le violon, puis OK. la guitare aussi, comme à une certaine époque. Je parle comme ça faisait 20 ans, mais genre, je suis pas si vieille que ça. Le temps passe vite. Ouais, mais quand là. même, tu sais, je veux dire, avec tellement de différentes choses, quand on jongle avec, tu sais, tellement de, comme, différents... Des intérêts, C'est ça. implications, engagement, ça va vite. Ça Ouais. me semble tellement loin, mais en même temps, c'est tellement proche. Tu devais pas avoir beaucoup de temps libre, en tout cas. Avoir Ben, tout ça, là, c'est quand même Ouais. intense. Je pense que ma vie a toujours été un peu comme intense, là, au sens où je pense que quand j'étais jeune, je pense que j'avais comme 6-7 ans, là, quand je disais à mes parents, ah ouais, genre, je veux faire du violon. Et tout, là, tu sais, fait que je pense qu'il y a comme quelque chose peut-être en moi qui me drive aussi, qui me conduit aussi vers toutes sortes d'activités puis d'intérêts, puis essayer beaucoup de choses. Fait que c'est comme si mon parcours en psycho, je pense, il venait refléter un peu Ouais. comment j'étais déjà un peu 100%, à la ouais. base. Fait Ouais. qu'un peu éparpillé, puis qui se limite pas, en fait, tu sais, à des choses. Donc, c'est ça, j'hésitais comme dans le temps entre la psycho, le journalisme. J'hésitais, ben, c'est ça, avec la musique aussi. Puis finalement, ben, la conseillère d'orientation m'a fait passer genre, toutes sortes de tests. Ouais. Puis elle était comme, toi, je pense que genre, je te verrais en psycho. Et tout. Ouais, Elle l'a pas ouais. dit exactement de même, Ouais, là, mais en ouais, tout cas, genre, fait qu'en tout cas, c'était ça qui était ressorti dans les tests. Là. Ah. Donc, en tout cas, fait que là, par la suite, là, je suis allée en sciences humaines, tu sais, individu. Ensuite, bac à l'Université de Montréal en psychologie. Puis, c'est ça. Comme, ensuite, 1 an et demi où j'ai été sur le marché du travail comme intervenante en centre de crise. Puis ensuite, j'ai commencé le doctorat. Fait que, petite ligne du temps. Ouais. Wow. Ben, c'est vraiment super. Super beau parcours. Puis là, dans le fond, là, toi, tu es au doctorat, tu es à quel cheminement? Comme est-ce que, tu sais, je sais que ça dépend des universités. Tu sais, là, de ce que j'ai compris, tu es au doctorat à l'UQAM, c'est bien ça. Il y a le DPSY, le PhD ou le profil double DPSY-PhD. Lequel que toi, tu fais? Donc, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée, en fait, dans le bureau de mon directeur de recherche actuel, j'ai dit tout de suite, c'est le profil double qui m'intéresse. OK. J'ai vraiment des intérêts éclectiques. J'ai envie de comme toucher à tout. J'ai envie Ouais. d'essayer
aussi plusieurs choses. Ouais. Puis on dirait que quand je fais seulement une activité pendant un certain temps, je finis, on dirait, par m'ennuyer, entre guillemets, Ouais. puis vouloir comme tout de suite comme tester, genre essayer comme d'autres choses. Fait que je me voyais poursuivre là, dans la lignée d'un parcours éclectique. Fait que je suis arrivée, puis j'étais genre, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Là, tu sais, Ouais. vraiment comme de toucher, de toucher à tout. Puis cet intérêt-là aussi pour les sciences, aussi de façon plus générale, il est quand même là aussi depuis que je suis enfant. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, admettons, je voulais être astronome, là, tu sais, puis je me voyais déjà Ok. comme travailler dans un labo, puis... OK. Fait qu'en tout cas, fait que la recherche a toujours été quand même là, tu sais, le désir de comme geeker des trucs jusqu'à Ouais, 1h, ouais. 2h Ben du oui. matin, puis juste à comme se poser des questions, tu sais, avoir de la curiosité aussi envers comme différents sujets. Fait que je savais que la recherche allait prendre une part importante Mhm. dans mon parcours. Puis la clinique, c'est ça, c'est arrivé, comment dire, plus au secondaire, admettons, avec... L'expérience. ouais, avec l'expérience. Ouais. Puis aussi avec, finalement, les différentes expériences en intervention là, au fil de mon parcours, là, qui ont confirmé OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une grande richesse de l'UQAM puis des autres universités qui ont, tu sais, je pense qu'à l'UDM, il y a le PhD recherche-intervention qui ressemble un peu, tu sais, il y a un volet clinique puis un volet recherche, les deux en même temps. Mais c'est pas toutes les universités qui l'offrent, mais je pense que c'est vraiment justement pour des gens qui ont un profil un peu similaire à toi, tu sais, qui ont comme plein de différents intérêts, que le volet clinique puis le volet recherche a comme ils ont tous les deux leur place un peu, tu sais, dans leur cœur puis dans leurs intérêts. Je pense que c'est vraiment quelque chose, on est chanceux d'avoir cette opportunité-là de ne pas avoir à trancher tout de suite, j'en fais juste un, puis c'est à ça que je dédie ma vie, versus d'être capable d'aller explorer les deux. Je pense que c'est vraiment... De pouvoir t'épanouir un peu dans différentes options, puis Ouais. d'avoir un parcours qui te ressemble, toi, en tant que personne, puis ce à quoi tu as envie de toucher, qui te permet cette liberté-là un peu, c'est le fun. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Ben Ouais. justement, prochaine question. On voit un peu que tu as beaucoup d'intérêts différents, divergents, mais en même temps beaucoup. Puis dans différentes périodes de ta vie, tu as parlé de la neuro, de l'approche psychodynamique. Puis on se demandait qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que tu as misé sur l'approche psychodynamique plutôt qu'une autre. Puis comment est-ce que tu as fait un peu ton choix à travers tous tes intérêts. Puis comment ça a évolué un peu. Est-ce que c'est l'aspect plus réflexif de l'approche ou est-ce que tu as aussi mentionné ton directeur? Est-ce que ça a contribué à ta décision? Mhm. Vraiment bonne question. En fait, je pense qu'il y a un aspect super réflexif également aux neurosciences, là, comme ma Oui. position Ouais, est quand même comme nuancée. Là, tu sais. Je pense pas que j'oppose les deux. Au contraire, je trouve que c'est des Ouais. approches qui Non, sont non. vraiment complémentaires, Ouais, surtout Ben oui. 100%. par rapport à mon sujet de recherche qui est en fait l'expérience subjective de la médication psychiatrique, la relation à la médication psychiatrique, puis des professionnels de la santé aussi qui sont impliqués dans le traitement chez des personnes d'âge adulte. Donc, dans le fond, ce qui m'a mené des neurosciences vers l'approche psychodynamique, c'est ça, je me suis impliquée dans le labo de neurosciences et autisme c'est pendant 1 an et demi environ. Puis je sentais que j'avais envie d'explorer aussi qu'est-ce qu'il y en était dans d'autres approches. OK. Parce qu'en fait, j'étais assistante de recherche dans ce labo-là. Qui, s'il se reconnaît, je salue, je salue l'équipe, là, mes anciens, mes anciens anciennes collègues. Là. C'était vraiment une chouette expérience. Puis j'ai eu la chance de enfin, faire des passations en fait, de questionnaires par téléphone, en fait, OK. auprès de parents d'enfants autistes. OK. Et il y avait une portion qualitative, en fait, c'est comme une question en particulier. Puis je me souviens que cette question-là, dans le questionnaire, c'était vraiment celle qui me parlait le plus, l'idée d'avoir finalement l'expérience subjective des parents, puis comment ils vivaient. Je pense qu'il y avait finalement, si je me souviens, il y avait comme je vais boire de l'eau. Il y avait ben oui, trois ben oui. questions comme plus qualitatives, là, comme ça. Puis je me souviens que j'aimais comme faire parler, Ouais, en fait, les parents, puis qu'ils fassent du sens aussi de leur expérience et qu'ils prennent le temps de stopper à travers le questionnaire pour vraiment comme réfléchir aussi comme sur leur posture, admettons. C'est une question par rapport aux écrans, en fait, tu sais, l'utilisation des écrans tu sais, chez les enfants. Puis, en tout cas, il y avait des questions aussi par rapport à comment l'enfant a développé de l'intérêt, admettons, pour
X, Y, Ouais. Z activités. Faut s'hydrater, c'est très important. Ben oui, on parle. Ouais. Mais... Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça que je me suis dit, OK, ben, j'aurais envie peut-être d'explorer plus comme à ce niveau-là. Puis en parallèle, je commençais à me renseigner un peu en parallèle sur l'approche psychodynamique Mhm. parce que je trouvais ça cool, les cours à l'UDM, mais qu'il y avait des limites peut-être dans Mhm. l'exposition, tu sais, à différentes approches, comme Ouais. en psychologie communautaire, par exemple, s'il y avait presque pas de C'est cours. pas- Approche psychodynamique, il y avait presque pas de cours. Approche humaniste aussi. Puis c'est pas... Je veux pas comme non plus shame Non, non. l'UDM là, tu sais, en disant ça. Je pense quand même qu'il y a des postures aussi qui sont différentes, des axes de recherche, des expertises aussi Mhm. qui sont différentes. Tu sais. Puis j'ai trouvé ça riche d'aller chercher ça. Puis d'un autre côté, ben, je me renseignais, je faisais mes lectures un peu comme à côté, Mais tu sais, par rapport à d'autres approches. Puis j'avais envie d'essayer autre chose. J'avais commencé à lire sur... je sais pas si vous êtes familière avec les concepts, admettons, de transfert et contre-transfert Mhm. dans On en a l'approche. entendu parler un ouais, peu. dans Ben, la est-ce que tu pourrais nous psychothérapie. donner peut-être pour notre auditoire, tu sais, s'il y en Ben a oui, qui sont un peu moins absolument. familiers avec définition générale du transfert? Absolument. Je vais essayer de faire ça en quelques phrases. Ouais, si Ben c'est oui. possible, ouais. Donc, le transfert, c'est quand il y a quelque chose qui va se rejouer d'affectif dans la relation, en fait, entre une cliente et son ou sa thérapeute. Mhm. Des dynamiques, par exemple, familiales qui peuvent venir se rejouer. Donc, par exemple, je vais investir, admettons, mes Mhm. relations avec mes partenaires ou avec mon ou ma thérapeute de telle façon parce que quand j'étais plus jeune, mon Mhm. premier modèle, un peu comme primaire, en Mhm. fait, auquel j'étais exposée, voilà les traits, les caractéristiques, c'est qui était. Puis dans une relation, par exemple, ben, sécure ou non sécure Mhm. avec le ou la thérapeute ou dans des amitiés, genre dans les amours. Je pense que tu Mhm. transfères puis tu transfères un peu dans chaque relation. Dans tout, un peu, en fait, Interpersonnel, là. oui, Dans toutes les relations interpersonnelles, ben, il y a des dynamiques qui vont venir se rejouer de façon plus inconsciente à ce niveau-là. Donc, j'avais de l'intérêt envers comment ces dynamiques-là, ça va changer chez les personnes qui ont un trouble de la personnalité, par exemple. Puis, en fait, j'avais vu une annonce, en fait, je sais pas si vous êtes inscrite à la liste de la SQRP, là, de la Société québécoise pour la recherche en psychologie. C'est comme une infolettre. Ah! On voit Intéressant. passer comme des annonces, tu sais, comme de la publicité, des étudiantes au doc qui Ok. font du recrutement pour leur projet de recherche, des événements. En tout cas, c'est quand même un bon filon, là, Ouais. comme Belle je ressource. dis ça de même. Là. Super, ben oui. C'est noté. Puis j'avais vu passer une annonce d'une étudiante au doc qui, en fait, c'est ça, qui était à la recherche, en fait, de comment dire, de participants et participantes pour sa Mhm. recherche. Puis j'étais intéressée par le sujet. Puis c'est ça, j'ai pris la chance, en fait, comme d'y écrire, puis d'écrire aussi au professeur, au directeur du labo pour OK. demander « Hey, est-ce que vous auriez besoin comme de quelqu'un, de Mhm. quelqu'une? Puis c'est ça, j'ai commencé à m'impliquer dans ce labo-là. J'ai découvert énormément aussi en parallèle sur l'approche psychodyne, puis comment c'est une approche aussi qui demeure encore de nos jours complémentaire aux autres approches en psychologie, surtout pour des ben, c'est ça, comme des cas, si je peux dire, des situations où ben, ça, les autres approches ont présenté certaines limites. Là. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un peu comme ça que l'approche psychodynamique est arrivée dans ma vie. Puis en parallèle, j'ai été auxiliaire d'enseignement, en fait, pour Alexandre Larchevêque, qui était dans le temps chargé de cours à l'Université de Montréal et à l'UQAM. OK. Et ça, c'était en fait, ben, ça, après, en parallèle de mon implication dans le labo de psychodynamique, là, en fait. Puis, ouais, c'est ça, je sais pas à quel point c'est comme pertinent de le dire, là, mais Ben, je faisais mon expérience, en fait, comme au laboratoire
à l'université c'était à l'université de Sherbrooke. OK. Fait que je faisais tout comme en télétravail OK. OK. dans À mes distance. tâches. Puis en parallèle, c'est ça me permettait d'être présente, admettons, à l'UDM, tu sais, pour mes tâches d'auxiliariat d'enseignement. J'étais auxiliaire d'enseignement pour le cours d'histoire critique de la psychologie pour les gens qui connaissent le cours. Puis Alexandre Larchevêque aussi d'approche comme psychodynamique. Puis pour moi, ça avait juste du sens à l'époque d'approcher, de l'approcher, en fait, parce que j'avais beaucoup aimé le cours, tu sais, pendant le bac. Je trouvais ça vraiment le fun, en fait, qu'il y avait un cours où, en fait, comme il prenait le temps de relancer les étudiants et étudiantes, tu sais, il y avait comme quelque chose, parce que le cours était en ligne, en fait, quand je l'ai fait. OK. C'était asynchrone, mais il prenait le temps, on dirait, comme d'insérer des réflexions, tu sais, comme par-ci, étudiants. par-là, Ouais. aux étudiants et étudiantes, même dans le cadre d'un cours déjà comme préenregistré d'avance. OK. Puis aussi, il y avait le forum de discussion, puis j'étais la personne un peu gossante qui posait comme des questions dans le forum parce que j'avais envie de pousser un peu plus loin. Puis j'avais comme plein de questions, puis je geekais, tu sais, jusqu'à 1h, 2h du matin. Puis je voyais aussi qu'Alexandre, il répondait quand même assez rapidement. Là. Donc, c'est comme si, par la suite, quand je l'ai contacté pour, c'est ça, comme m'impliquer, là, en fait, pour moi, ça allait un peu de soi, tu sais, de Mais le contacter, oui. lui. Fait que c'est ça. Je me suis impliquée, c'est ça, comme pendant 2 sessions, je pense, OK. comme auxiliaire. Puis c'est ça, en parallèle, j'étais aussi intervenante comme dans le centre de crise. OK, Les choses OK. s'entremêlent un peu, là, mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont comme overlap aussi, Ben oui. c'est comme au fil du temps. Puis c'est ça, j'étais bien contente de m'impliquer. Puis par la suite, il a obtenu son poste de prof à l'UQAM. Puis la première année, en fait, il prenait pas d'étudiants et d'étudiantes. Là. Je pense qu'il y avait des formalités administratives Ouais. aussi et tout, là, sans trop entrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que je l'avais félicité tu sais, d'abord aussi pour son poste de prof. Mais Là, tu sais, oui. comme, j'étais genre, OK, wow, c'est vraiment le fun. C'est là, gros Ben quand oui, même un comme gros accomplissement. succès, Là, ouais. Oui. Ouais, puis c'est ça, comme en parallèle, tu sais, j'ai tenté ma chance un peu, là, tu sais, comme j'ai demandé si il était disponible, c'est ça, pour prendre des étudiants et étudiantes au doc, parce qu'au fil de nos échanges, je voyais que nos intérêts de recherche et clinique s'enlignaient aussi dans la même direction. Puis c'est ça, j'avais envie de pousser un petit peu ça, puis voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Fait que quand finalement on a commencé à co-construire un petit peu l'axe de recherche sur la médication psychiatrique, là, au départ c'était des échanges informels, Mais oui. un peu plus, puis finalement après ça s'est un peu plus concrétisé. Fait qu'en tout cas c'était vraiment cool comment finalement tout ça s'est imbriqué. Ben oui. Ben, Je trouve tant ça le mieux. fun que tu mentionnes que, tu sais, même si ça pouvait avoir l'air d'être comme gossant pour les autres étudiants, que tu es allé à fond puis tu n'as pas eu peur de poser des questions puis de laisser un peu ton intérêt te driver. Puis c'est ce qui t'a finalement mené à avoir une chance de contacter un professeur avec qui tu avais des intérêts qui s'alignaient. Puis je trouve que c'est important peut-être pour l'auditoire, tu sais, de ne pas douter d'eux puis de se laisser la liberté un peu, puis de se laisser le temps et l'espace de geek out, justement. Tu sais, on est en psycho, puis si on aime ça, pourquoi pas, là, tu sais, poser des questions jusqu'à 1h du matin à un prof qui nous intéresse, tu sais, genre, Ouais. je trouve ça super intéressant que tu amènes ton parcours comme ça, puis que tu aies suivi, dans le fond, cette passion-là qui te drivait, puis que ça ait porté fruit, finalement. Tu sais, je pense que, tu sais, des fois, ça peut faire peur aux étudiants de prendre cette chance-là, puis pourtant, ça peut tellement être bénéfique, Ben puis oui. même si ça fait peur, là, de sortir de sa zone de confort, puis de se laisser emporter un peu par le courant, ça peut tellement amener des belles choses, donc... 100%. Je pense que c'est un beau message à garder parce que des fois aussi, tu sais, en tant qu'étudiant, il y a comme, même si, tu sais, la majorité des profs sont assez, il y a une bonne posture, là, tu sais. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai rarement vu des professeurs qui voulaient, tu sais, mettons, être intimidants ou garder comme une genre de distance, ou, tu sais, comme un rapport de pouvoir, ou, tu sais, je sais pas trop, mais ça reste que c'est quand même ça, la relation qu'il y a entre un étudiant et un professeur. Il y a quand même un certain degré de distance, tu sais, de pouvoir qui est
assignées aux professeurs. Puis des fois, en tant qu'étudiant ou étudiante, on est un peu comme, on veut comme pas trop déranger ou on est comme, mais je sais pas, mes idées, peut-être que je vais lui poser une question puis qu'il va se dire, mais voyons donc, moi, c'est tellement évident. On a peur des fois un peu, mais en même temps, il faut toujours se rappeler que On apprend. c'est ça, on apprend, puis les profs, ils savent qu'on apprend, puis ces profs-là, ils ont été à notre place aussi. Il y a eu un temps où est-ce qu'il y avait probablement les mêmes questions, puis ils sont passés par les mêmes questionnements. Fait que je pense qu'il faut vraiment pas s'empêcher quand on a des questions comme ça, puis qu'on veut comme aller pousser plus loin. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne démonstration que, justement, en allant un peu plus loin, tu as trouvé la personne qui, ultimement, est devenue ton superviseur de thèse. Donc, c'est pas perdu, là, ces échanges-là, puis le fait de comme vraiment pousser ses intérêts plus loin, là, je pense que, c'est vraiment quelque chose de super important à garder en tête. Puis il y avait quelque chose aussi, en fait, on dirait que je réfléchissais même pas de façon stratégique, c'est comme dans le temps. Non, c'est ça. Je me voyais vraiment comme... ça me fait rire un peu l'analogie qui m'est venue en tête. Là. Je me sentais vraiment comme un rat de bibliothèque ou de sous-sol qui était genre, tu sais, dans le temps, que ce soit dans le sous-sol, admettons, chez mes parents ou, c'est comme dans mon appart à Montréal, tu sais, qui geekait puis qui avait juste comme plein de questions. Puis on dirait que ça bouillonnait aussi comme dans ma tête. J'ai aussi, j'ai un TDAH dans la vie, là. Tu sais, puis on dirait que dans ma tête, ça spinne tout le temps. Genre, il y a comme plein de questions, tu sais, puis aussi, c'est ça, je pense que les divers intérêts, il y a peut-être un peu de ça aussi, là, tu sais, comme, puis le fait que je pense que j'ai quand même pas mal d'énergie aussi, comme pour justement, comme toffer puis geeker jusqu'à 2 heures du matin, là. Mais il y avait quelque chose comme d'une naïveté aussi qui m'habitait. Tu sais, j'étais vraiment comme... J'ai juste comme plein de questions, puis je vais les poser, puis je me disais, OK, sur le forum, au pire, c'est correct si la question est posée comme, tu sais, comme plus tard dans la soirée et tout, puis finalement, le prof ou les auxiliaires, ils répondent quand ils ont le temps. Ouais, fait c'est que ça. j'avais comme moins de pression d'arriver. C'était le temps de la pandémie aussi. Là. OK. J'avais peut-être moins de pression, mettons, de me présenter devant un ou une prof en personne, mettons, aux pauses ou à la fin des cours. Je me souviens au bac, ça, c'était quelque chose qui venait un peu plus m'intimider aussi. Là. Donc, Mais oui, c'est ça, tu sais. Puis surtout, des fois, on a une question, puis là, on se dit, je vais y aller à la fin du cours. Puis là, tu vois la file de gens qui attendent pour aller parler au prof, puis tu te dis... Bon, mais finalement, je pense que ça va là une autre fois. Finalement, c'est peut-être pas si... c'est ça. Fait que, tu sais, c'est bien aussi des fois de pouvoir, tu sais, envoyer soit un courriel ou mettre ça dans le forum. Tu sais, c'est vraiment génial. Souvent, il y a des forums à notre disposition pour poser nos questions comme ça. Puis, tu sais, justement, un peu comme tu le mentionnes, ça enlève un peu la pression de se dire, là, je suis comme en train de mettre de forcer un peu le prof il a peut-être pas le temps en ce moment de me répondre. Il est occupé? Tu sais, il prendra le temps quand il aura le temps, lui ou les auxiliaires d'enseignement, quand ils seront disponibles pour répondre à ta question, ils pourront bien prendre le temps. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un peu plus sécurisant. On se sent un peu moins comme stressé de poser ce genre de questions-là. Donc, Pour moi, c'était plus facile aussi à l'écrit, là, aussi, là, parce que quand on a beaucoup de questions, justement... C'est mettre les idées en place un peu, là. Mettre les idées en place, parce que souvent, je pense puis je réfléchis un peu comme en toile d'araignée, les choses vont... Il va y avoir comme différents points, on dirait qu'ils ont comme pas de lien entre eux. Mais finalement, toutes ces questions-là, ils reviennent à un thème, à un sujet, puis j'ai l'impression que je réfléchis plus en toile d'araignée que de façon, disons, plus linéaire, d'où le fait que je me suis amené des notes aussi pour être sûre de comme pas trop m'égarer puis pas trop dériver, là, non plus. Mais il y avait comme de ça qui rendait le tout plus facile à l'écrit, c'est comme dans le temps. Puis en parallèle aussi... la pandémie, je digresse un peu, là, mais la pandémie, c'était quand même assez difficile pour beaucoup de gens aussi de continuer leurs études aussi, comme confinés finalement chez eux. Puis finalement, les opportunités de discuter, c'était par écrit surtout, comme par courriel ou par des rencontres Zoom. Donc, le contexte aussi, le contexte était différent aussi, ce qui faisait en sorte que l'écrit était... peut-être plus adapté aussi pour contacter des profs, mais j'encouragerais quand même aussi les étudiants et étudiantes à, à contacter les profs comme par écrit, si jamais pendant la file, comme, OK, genre là où la prof manque de temps, puis
généralement aussi, les profs sont quand même vraiment, vraiment passionnés aussi. Mais oui. C'est C'est ça. quelque chose aussi qui les l'encourage. mène Oui. dans ce domaine-là. Donc, je pense que sont disposés à répondre aux questions. Ben oui, tu sais, il faut se dire, s'ils ont dédié leur carrière puis leur vie à ça, c'est qu'à quelque part, tu sais, c'est quelque chose qui les intéresse. Ils ne seront pas importunés là, de discuter de leur sujet qui régit leur vie. Là. Je pense que comme ça devrait quand même les intéresser. Là, donc, faut pas non plus avoir peur de les questionner à ce sujet-là. Puis, dans le fond, tu sais, tu as parlé déjà un peu de ton parcours. Tu sais, au niveau du doctorat, tu nous disais brièvement tout à l'heure que après le bac, il y avait eu comme un temps entre les deux, entre le baccalauréat puis le doctorat. Nous, en tant qu'étudiante en psychologie, on sait à quel point c'est contingenté, c'est difficile le doctorat, c'est quelque chose qui est... C'est une grosse décision aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui décident tout simplement, au terme de leurs études de premier cycle, de ne pas appliquer au doctorat en psychologie, soit parce qu'ils décident de se réorienter, soit parce qu'ils se disent les exigences sont pas, mettons, réalistes avec le temps ou l'énergie que je suis capable de dédier à ça. Donc, il y a plein de différents facteurs. Toi, dans ton expérience, comment t'as trouvé la transition? Parce que non seulement il y avait ce moment d'arrêt entre les deux, où est-ce que tu étais sur le marché du travail, mais en plus, un changement d'université. Donc, plein de différents facteurs comme ça. Puis, entre-temps, tu as travaillé en intervention, tu as vu des réalités différentes, moins focusées sur le côté académique. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition-là? Vraiment intéressant comme question. Je dirais que... Ben, c'est parce que j'ai comme 3 idées genre, comme, qui ont popé en même temps. Comment j'ai vécu cette transition-là? Déjà, de base, j'avais un peu l'idée d'appliquer au doctorat directement à la fin de mon bac. J'avais appliqué dans 2 universités différentes qui ne sont pas l'UQAM. Puis j'avais été refusée. J'avais eu une entente. En fait, j'avais une entente avec le professeur avec qui j'avais travaillé à l'Université de Sherbrooke. Oui. Puis à l'Université de Montréal, j'ai juste comme tenté ma chance peu comme qui ne tente rien, n'a rien. Exact. Puis c'est ça aussi. On dirait que l'UQAM, par le fait que le processus de sélection des étudiants et étudiantes, il se fait différemment. Je me sentais un peu comme intimidée, comme par l'UQAM. C'était une université qui m'intéressait beaucoup. Puis en parallèle, je me disais, mais comment approcher des profs et tout? Parce que approcher des profs d'une autre université que la sienne, ça, j'ai l'impression que ça peut aussi être un défi additionnel. C'est comme juste d'établir le contact. Il n'y a pas, mettons, l'idée de se présenter justement aux pauses, ou à la fin du cours, ou avoir l'adresse institutionnelle. Juste ça. J'ai l'impression que notre courriel, admettons, quand on est d'une autre université, ça peut tomber dans la boîte de courriel des profs. Donc, en tout cas, il y avait vraiment comme des facteurs dans le temps qui faisaient en sorte que l'UQAM, c'est ça, genre, à m'intimider un petit peu, là, et tout. Fait qu'en tout cas, j'avais appliqué dans le temps, dans ces 2 universités-là, puis j'avais pas été acceptée. Puis c'est ça, il y a eu quelques jours où j'étais vraiment comme, OK, genre, tu sais, l'angoisse existentielle, là, ben, qu'est-ce que je fais? Je me sentais vraiment dans un espèce comme d'entre-deux. Puis souvent, en fait, quand il y a des situations de même qui m'arrivent dans ma vie, j'ai juste le réflexe de comme plus trop réfléchir, parce que des fois, comme trop réfléchir, ça amène la paralysie, puis ça amène des genres de blocages. Ben, je pense que ça fait ça à comme beaucoup de monde. Là, mais... je pense qu'on peut tous un peu se reconnaître là-dedans. En effet. Fait qu'on dirait que j'ai comme, de façon impulsive, en fait, je suis juste allée sur geeker, encore une fois, sur Internet. Ça, je pense que c'est un thème qui est bien. C'est ça. Puis j'ai juste repéré des centres de crise, puis des places où je pouvais acquérir l'expérience en intervention. Puis on dirait que pendant cette période-là, j'avais envie un peu de prendre une pause du milieu académique juste pour avoir, comment dire, de moi à moi-même, une espèce de retour réflexif sur, OK, comment ça s'est passé, ce bac-là, qui s'est passé tellement comme à toute vitesse, genre à vitesse grand V, puis il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je me suis impliquée aussi dans la vie étudiante, et tout, comme en parallèle. Ça fait des horaires chargés, là. Ça faisait quand même des gros horaires où les temps de réflexion étaient quand même comme plus limités. Donc, ça fait du bien aussi de juste comme me distancer comme un peu du milieu académique pendant 1 an et demi, là, pour finalement réfléchir à
où est-ce que je veux orienter ça? Là, maintenant, comme, comment je veux me servir de ces expériences-là, tu sais, tu sais, pour lesquelles j'ai beaucoup appris pendant le bac. Puis maintenant, comment je me vois comme orienter mon gouvernail? Parce que ça peut être facile au bac, des fois, de s'égarer, puis, comment dire, de se chercher aussi, parce que c'était en lien avec mes intérêts, tu sais, tout ce sur quoi je me suis tournée, mais il y avait quand même aussi de moi qui me cherche un peu, puis qui est genre, OK, comment je me positionne finalement par rapport à tout ça? Comment je me positionne par rapport... on prenait l'exemple de la neuro. Comment je me positionne par rapport à la neuro? Comment je me positionne par rapport au milieu communautaire? Comment je me positionne par rapport à l'approche psychodine? Attends, est-ce que je suis obligée de faire des choix? C'est comme ça. non, genre, j'ai pas envie. Fait que là, maintenant, comment je réconcilie tout ça? Puis c'est ça, le fait d'être allé chercher de l'expérience ailleurs, en intervention, puis de connaître autre chose, la réalité davantage du terrain. Puis aussi de rencontrer des collègues qui sont pas en psycho, qui étaient en travail social, qui étaient en criminaux, en tout cas, qui avaient en toxico aussi, tu sais, qui avaient comme d'autres parcours. Je trouvais ça vraiment, vraiment riche. Puis ça m'a fait réaliser à quel point la formation en psycho au bac est quand même beaucoup axée sur la théorie. Puis le fait comme d'être allé chercher de l'expérience en intervention, c'est comme si c'est venu comme balancer aussi naturellement comme l'aspect comme plus académique et théorique de la psycho qui est aussi important. Mais il me manquait un peu, je pense. J'avais envie comme de goûter un peu plus à l'intervention. Là. Mais ça élargit... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Ça élargit définitivement les perspectives. Puis c'est drôle parce que tu as un peu répondu à une des questions qu'on voulait vraiment te poser, qui était un peu quelles sont les questions, les réflexions qui sont importantes, selon toi, à se poser puis à prendre le temps d'aborder pour soi-même puis pour son parcours avant d'entrer au doc, aux études supérieures. Puis tu t'en as un peu parlé. Puis je trouve ça intéressant que tu aies mentionné aussi comment tu as réussi à t'adapter dans ta neurodiversité. Tu as mentionné que tu avais un TDAH. Puis je trouve ça intéressant que tu aies trouvé des outils pour t'aider à naviguer un peu puis à t'adapter à toi, ta façon de penser en toile d'araignée, mettons, pour pas fitter dans un cadre puis te limiter à ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut être compliqué de se rendre à un but si on essaie d'être linéaire alors qu'on a une façon de penser qui diverge de la norme. Donc, tu sais, comment toi, est-ce qu'il y a des outils comme concrets ou est-ce qu'il y a des façons de faire plus... stratégies. Des stratégies dans la quotidienneté ou, tu sais, puis est-ce que c'est de te plonger, mettons, dans l'intervention sans trop te laisser aller dans le stress de la réflexion qui t'a aidé aussi? Est-ce que... Ouais. Je sens qu'il y avait comme plusieurs questions. Ouais, c'est mais je peux commencer à répondre un petit peu. Puis si je suis un peu à côté, n'hésitez pas à me rediriger. C'était une grande question. Mais en fait, dans le temps, je savais pas que j'avais un TDAH. Tu sais, là, j'y pense comme en rétrospective. Puis là, c'est comme mon narratif aussi, il a changé au fil du temps. Puis j'ai fait sens finalement comme de toute cette expérience-là. Mais je ne mentirais pas. Là. Mon parcours aussi, il y avait quand même de la souffrance liée au fait de pas tout à fait me comprendre, puis pas tout à fait me connaître, puis sentir qu'il y avait comme des aspects chez moi qui divergeaient, tu sais, comme par rapport peut-être à des personnes neurotypiques. Puis je veux surtout pas comme enlever le fait que c'est difficile également pour des personnes neurotypiques. Juste pour tout le monde, là, tu sais, comme la question comme du bac... en psycho, là, on le sait, là, c'est de plus en plus contingenté, c'est de plus en plus difficile. Tout le monde est bon, genre tout le monde a des bons dossiers. C'est ce qui est difficile, c'est vraiment, je pense, comme d'entrer, là, tu sais, comme... j'avais un prof au bac qui parlait du plafond de verre du doc, puis c'est quelque chose qui m'était resté, c'était ce prof-là, comme... C'était un prof que j'ai eu en première année de bac. Puis on dirait que genre il y avait ça qui me restait en tête. Puis c'était vraiment angoissant. Là. Fait qu'en tout cas, je veux pas faire non plus comme si tout était rose. Puis mon parcours était comme Disneyland. Genre non, il y a eu comme sûr, mais oui. Comme c'était pas linéaire, ça a comme digressé comme par moments. Puis il y a eu justement des moments de réflexion de wow, genre, où est-ce que je suis rendue, tu sais, comme là-dedans. Surtout après avoir essuyé comme des refus au doc, là, tu sais, comme de réaliser, OK, ben à partir de là, genre, où je me réoriente, tu sais, puis finalement, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est saillant, genre, tu sais, comme par rapport
par rapport à tout ça, par rapport à ces 3 années-là et demie. Parce que j'ai fait mon bac en 3 ans et demi là, au lieu de 3 ou 4. Là. Fait que c'est ça, j'avais pas vraiment d'outils non plus, tu sais, comme parce que je me connaissais pas tout à fait, je me comprenais pas tout à fait non Ce qui plus. est normal aussi. Mais En même temps, Euh, c'est tellement intense que des fois, on dirait que ça peut être limitant pour apprendre à se connaître, ce qui est quand même... Ouais, Je pense. c'est contraire à la psychologie un peu, C'est là. ça, Ouais. c'est un peu quand même central aussi à notre vie, pas juste académiquement, mais notre vie au-delà de tout ce qui est l'école, puis la psycho, puis c'est quand même quelque chose qui mérite d'être... à quoi on mérite de dédier du temps, je pense, mais qu'on n'a peut-être pas toujours le luxe de pouvoir dédier du temps puis l'énergie. Donc, je trouve ça le fun que tu puisses prendre du recul puis que tu puisses avoir de la compassion pour toi-même aussi à ce moment-là puis de voir ton parcours avec un œil bienveillant, c'est important, je pense aussi. Ouais, il était un peu moins bienveillant, justement, comme tu sais, dans le temps, là, parce que je me souviens, tu sais, de la pression au bac, tu sais, pour avoir des bonnes notes. C'est fou. Pour aussi avoir beaucoup d'expérience en recherche, de l'expérience en intervention, de l'implication étudiante et tout. Puis par la suite, j'ai compris que toutes ces expériences-là, finalement, sont concrètement, je l'ai comme vu dans le terrain, là, si on peut dire. Une fois au doc, j'ai vu comment toutes ces expériences-là me servent encore aujourd'hui, en termes d'acquis, en termes aussi de, comment dire, de compétences aussi qu'on développe dans ces différentes implications-là. Mais à l'époque, je trouvais ça vraiment comme intense. C'est comme un peu comme un tourbillon. Puis en parallèle, ben, c'est ça, j'avais pas beaucoup d'outils parce que je savais pas, en fait, que j'avais un TDAH. Fait que je comprenais pas pourquoi, en fait, mon cerveau s'en allait juste dans toutes les directions. Puis pourquoi j'avais des enjeux peut-être par rapport aux autres plus importants sur le plan de la gestion du temps, puis l'organisation aussi. J'ai peut-être l'air organisée en ce moment, mais c'est parce que c'est des grosses stratégies de surcompensation aussi, tu sais, comme au fil du temps, tu sais, puis au fil des années, là, depuis que je suis enfant. Puis aussi, not so fun fact, les personnes socialisées femmes aussi se font diagnostiquer plus tard, là, en ce qui concerne la neurodiversité. Mais ça, c'était toutes des choses que je savais pas dans le temps. Mais là, oui, c'est ça. Genre, j'avais 19 ans, tu sais, je suis rentrée au bac, puis j'étais comme, bon, ben ça... j'avais vraiment comme une naïveté. Je savais pas que c'était contingenté de même pour rentrer au doc. Je suis juste rentrée au bac avec la naïveté de la psycho m'intéresse, tu sais, un peu comme, ben c'est ça, tu sais, comme Disneyland et tout. Puis, ben c'est ça, c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé un peu, OK, c'est pas juste avoir des bonnes notes, c'est aussi faire du réseautage, c'est rencontrer du monde, c'est sortir de sa zone de confort et tout, mais c'est toutes des choses que j'ai apprises sur le tas. Tu sais, comme dans ma famille, en fait, il y a peu de personnes qui sont allées à l'université aussi, donc je me sentais aussi comme, tu sais, j'arrive à Montréal, je déménage à Montréal, puis en fait, c'est ça, comme je commence le bac, j'ai l'impression déjà qu'il fallait que j'apprenne un peu, ben, OK, c'était quoi, à quoi ça ressemble ce milieu-là, OK, comment s'y adapter, puis aussi de réaliser, OK, c'est contingenté, puis il y a beaucoup de monde qui veut la même chose que moi. Fait que je me souviens que c'était vraiment une période comme qui était chargée pour revenir à l'idée aussi de la nuance, tu sais, comme quoi c'est un parcours qui était le fun, que je pense que aussi que le fait de m'être impliquée dans la vie étudiante, ça m'a permis de rencontrer des amis qui sont encore des amis aujourd'hui avec qui on a vraiment comme noué des liens comme rapidement, puis à force de s'impliquer aussi sur des projets similaires qui nous parlent. Aussi, je m'étais impliquée dans le comité féministe de psycho et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal à l'époque, qui, je pense, roule encore. Donc, en tout cas, je suis bien contente, c'est comme de toutes ces implications-là, puis que finalement, ben, ces amis-là aussi ont contribué à comme garder me faire garder un peu mon gouvernail, là, finalement, sur ce que je veux, tu sais. C'est important de s'entourer, tu sais, puis avoir des alliés, tu sais, comme
ben, tu sais, comme des membres de la famille. Tu sais, comme ma famille, quand même, t'es toujours un support là-dedans. Mais des amis qui traversent la même chose Ouais. que toi au même moment ou à comme 1-2 ans d'écart, genre dans le parcours, quand même, je trouve que ça a vraiment fait une grosse différence. En tout cas, je sais que j'ai comme ouvert plein de portes mais c'est aussi. C'est Là, super mais... intéressant, honnêtement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un bon point. Tu parlais un peu de comme que là, en ce moment, avec la rétroaction, c'est un œil bienveillant, mais comme quand tu étais dedans, ça l'était moins. Je pense que, un peu comme tu dis, on arrive souvent au baccalauréat en psychologie avec une certaine naïveté ou juste le fait de ne pas savoir le degré de contingence pour après ça aller au cycle supérieur. Puis, parce qu'en même temps, comment est-ce qu'on pourrait savoir ça? Je veux dire, c'est tellement quelque chose qui est inconcevable. Quand on arrive puis on le vit, on le voit. Là, mais je veux dire, si quelqu'un m'avait dit ça avant de commencer le baccalauréat, j'aurais dit, ben non, ça peut pas être si pire. Là, ça doit pas être si grave que ça. Je veux dire, c'est tellement comme... C'est fou. C'est vraiment fou. Puis je pense qu'on passe toute notre vie à nous dire, si on met l'effort, puis on fait bien les choses, puis qu'on est organisé, qu'on est à notre affaire, qu'on donne notre 100%, ben tout va bien aller, puis on va réussir. Fait que des fois, justement, de se confronter à, mettons, des refus comme ça au cycle supérieur en se disant, ben là, j'ai donné mon 100%, j'ai fait des efforts, j'ai fait de mon mieux. C'est comme... Ça peut être vraiment difficile. Fait que, je pense que c'est vraiment bien de se rappeler que c'est pas comme un échec personnel ou c'est pas un manque de talent ou d'intelligence, mettons, d'être refusé au cycle supérieur ou de vivre des échecs à n'importe quel niveau ou à n'importe quel stade pendant notre parcours. Comme, c'est juste tellement un parcours qui est tellement plein de gens talentueux puis intelligents puis qui ont toutes leur petite chose, leur petite étincelle à apporter au milieu que, ça fait qu'à un moment donné, des fois, il n'y a pas de la place pour tout le monde en même temps, mais que ce sera plus tard, ce sera ton tour, ta chance, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important aussi à se remémorer dans ton parcours puis de voir justement comme... Des fois, il y en a qui pensent qu'une fois qu'on est refusé une première fois au doctorat, ben on a perdu notre chance. C'est fini, mais au contraire, comme tu le démontres, oui, tu as reçu des refus, mais en voulant dire c'était pas la fin de ton parcours du tout. Là, c'était juste une redirection, puis on se retrousse les manches, puis on prend un temps d'arrêt aussi. On se le permet quand même après trois grosses années de baccalauréat. On s'accorde ce petit temps-là, puis après ça, on réévalue un peu qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça. Puis je pense qu'en parallèle, cette pause-là du milieu académique, c'est ça qui m'a aidé aussi, je pense, à redevenir, peut-être moins comme dans ce tourbillon-là, comme d'avoir comme la distance, puis vraiment comme avoir pris le temps de m'arrêter, puis de me dire, OK, c'est vraiment comme en approche psychodine que je veux aller. Je m'intéresse à la médication psychiatrique du point de vue des personnes qui en consomment, qui en prennent, en fait. Je m'intéresse aux personnes qui prennent des médicaments psychiatriques, puis à leur expérience subjective. Puis aussi, c'est ça qui m'a amené finalement à discuter avec Alexandre de façon finalement comme plus informelle, puis finalement qui m'a aidé à choisir mon sujet de recherche, qui était vraiment comme intentionnel. C'était vraiment là-dessus que je voulais travailler. Puis quand j'ai réappliqué au doc, en fait, l'année comme suivante, là, j'étais un peu en mode sans compromis. Là. Encore une fois, dans une espèce comme de naïveté, là, mais je me disais, je vais juste appliquer à l'UQAM sous la direction d'Alexandre, puis c'est là-dessus que va porter mon sujet. Puis j'étais vraiment en mode, là, rendu là, c'est peut-être un peu intense, là. Non, mais... Ben, j'étais vraiment en mode comme là, c'est... on y va avec ça, puis j'ai comme juste lancé ça un peu, ma demande dans l'univers. Là. Ben oui. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Là. Ben, tu sais, en même temps, c'est sûr que quand on a déjà fait une première ronde d'appliquer au doctorat, puis qu'on a déjà essayé plein de choses, je pense un peu, comme tu le disais, là, c'était rendu intentionnel. Tu sais, c'était comme quelque chose que tu avais façonné, que tu avais co-créé, co-développé avec Alexandre, tu sais, que tu t'étais vraiment comme... développer quelque chose à ton image, vraiment à la lumière de tes intérêts qui fitaient bien avec ton superviseur, que tu avais appris justement à... Tu disais que tu aimais quand même l'UQAM, tu aimais ce département-là, l'approche psychodynamique, il y a vraiment un fort département de psychodynamique à l'UQAM, c'est vraiment cool. C'est quand même rare, les universités au Québec qui ont un bon département comme ça dans une section de psychodynamique. Fait que je pense que c'est pas... oui, ça prend du guts, de juste d'appliquer à un endroit puis d'y aller de même, mais en même temps, je trouve que c'est pas tant irréaliste non plus parce que c'était vraiment le match parfait. C'était des fois, on se dit, je vais appliquer partout puis
qui me prennent, ils vont me prendre, puis tu sais, je vais aller n'importe où, puis ça peut tout à fait être une stratégie. Puis je suis sûre qu'il y en a qui ont fait ça, puis qui ont trouvé, tu sais, une communauté étudiante, puis tu sais, c'est ça, 100%, mais en même temps, c'est bien aussi des fois de se... De foncer. Ouais, exactement. D'y aller avec qu'est-ce qui nous passionne vraiment, puis se dire, ça, là, je sais que c'est ça qui va me rendre heureuse. Tu sais, je pourrais appliquer à d'autres endroits aussi, mais tu sais, ça serait pas le parcours, le projet, tu sais. Fait que je pense que c'est pas si irréaliste que ça, là, au final. Je pense que c'est quand même une bonne idée, là, quand on est rendu Puis même dans notre parcours. tantôt, tu parlais de la paralysie un peu. Je pense que d'avoir trop d'options puis de s'ouvrir trop de portes, parfois, encore là, ça peut marcher pour certaines personnes, mais parfois, ça peut être limitant. Si tu sais que tu veux foncer dans quelque chose, au lieu de consacrer tout ton temps à cette option-là qui t'allume, ben ça peut être limitant puis ça peut finalement se retourner contre toi, de donner de l'énergie à plusieurs petits projets qui... Ouais, c'est ça. Si tu as quelque chose qui t'intéresse, je pense que comme tu l'as dit, puis comme t'en parles, on ressent vraiment que c'est un sujet dans lequel tu peux t'épanouir, puis dans lequel tu as du fun à travailler, puis faire de la recherche. Puis je pense qu'en tant que chercheur, on a besoin de gens comme ça aussi pour aller creuser, puis poser les bonnes questions, puis s'intéresser vraiment réellement à quelque chose. Donc, tu sais, ça peut juste porter fruit quand tu sens cette étincelle-là, comme tu disais, Juliette, à l'intérieur, de la suivre, puis de se faire confiance là-dedans. C'est définitivement important. Puis, je voulais te demander un peu pour ton sujet de recherche. Tu nous en as parlé à quelques reprises déjà, puis je trouve ça vraiment passionnant, puis ça a l'air super précis, mais en même temps, on dirait qu'il y a tellement d'opportunités au sein du même sujet. C'est quoi l'importance, selon toi, de l'aborder, puis d'aller le creuser, justement, un peu? Peut-être aussi nous faire comme une petite description, tu sais. Là, tu nous as donné un peu comme le titre, mais mettons, en quoi ça consiste? C'est comme qu'est-ce que tu... Ouais, c'est ça, tu sais, sur quoi tu travailles en ce moment, qu'est-ce que tu as commencé à aller chercher, c'est quoi, mettons, le type de données que tu veux recueillir, le type d'analyse que tu prévois faire, peut-être, mettons, c'est quoi environ? Bien les bases de ton intérêt pour ce sujet-là, tu sais, vraiment... Oui, donc c'est ça, comme vous avez pu comprendre, je suis en approche psychodynamique sous la direction d'Alexandre Larchevêque. Donc, c'est ça, à l'UQAM. Et moi, je m'intéresse, en fait, à mieux comprendre. En fait, il y a comme 2 volets un peu à ma question de recherche, qui est de décrire et de mieux comprendre l'expérience subjective de la relation que des personnes d'âge adulte vont entretenir avec leur médication psychiatrique, comment les gens vont investir leur médication, comment les gens vont leur donner un sens à leur traitement, donner un sens à la médication qu'ils prennent, puis aussi comment ça s'inscrit finalement dans leur rapport, leur relation aux professionnels de la santé qui sont impliqués dans le traitement, parce que dans la littérature, en fait, sur la médication psychiatrique, ça va surtout être des écrits plus en neuro qui sont intéressants. Mais on dirait que je me demandais, qu'est-ce qu'il y en était du côté des personnes, justement, qui prennent cette médication-là. Puis j'ai trouvé comme quelques études comme qualitatives sur le sujet, qui se rapprochaient un peu de ce que je voulais comme trouver comme réponse à mes questions. Donc, approche plus phénoménologique, comme de l'expérience vécue. Puis aussi des recherches plus critiques, un point de vue comme plus critique sur la médication, puis comment ça s'inscrit de façon plus large dans le système de santé comme objet social. Puis, en tout cas, ça fait partie de ma revue de la littérature. Mais ce que je trouvais intéressant, peut-être, c'est de creuser plus d'un point de vue psychodynamique à un niveau comme plus inconscient, comment ça va se jouer, cette relation-là à la médication, les attentes envers la médication, les désirs de guérison, fantasmes un peu de pilule qui vient guérir. Puis comment ça s'inscrit dans relation avec, par exemple, le médecin qui a prescrit la médication, mais aussi les autres professionnels de la santé, surtout en contexte, par exemple, d'équipes multidisciplinaires pour des personnes qui ont connu la psychiatrie, là, qui ont été hospitalisées, par exemple. Donc, ma recherche, en fait, est qualitative et exploratoire, au sens où il y a eu des théorisations comme psychanalytiques qui ont été faites sur le sujet comme de la médication psychiatrique. À partir d'observations de cas cliniques de la part de psychiatres à l'époque, parce que le paradigme prédominant à un certain temps, c'était l'approche psychodynamique en psychiatrie. Donc, il y a des écrits qui sont restés de ça, mais les écrits remontent
à Ok. l'apparition, admettons, de la psychopharmacologie, plus Ok, comme les débuts, là. en tant que domaine au milieu du 20e siècle. Puis ensuite, suite à la montée, en fait, d'autres paradigmes de recherche, c'est comme si celui-là avait été comme mis un petit peu plus de côté. Ouais. Fait qu'un peu dans une tentative de complémentarité, en fait, mon Ouais. projet, il est approche psychodine, mais ça se veut pas comme une opposition, tu sais, au paradigme comme neuro. Ça se veut plus comme, OK, il y a un autre point de vue aussi qui pourrait venir compléter ce qu'on n'arrive pas encore à comprendre, pourquoi il y a autant d'essais-erreurs encore avec la médication psychiatrique, avec les antidépresseurs, avec les antipsychotiques, avec les dosages. Il y a des explications comme neuro, en termes de, OK, le nombre de neurotransmetteurs, mettons, qui est différent, comme selon chaque personne. Mais les psychiatres, elles et eux-mêmes, ont des questions sans réponse Oui, auxquelles absolument. pourraient peut-être venir répondre des aspects psychologiques et expérientiels liés aux médicaments. Donc, d'où le fait que je me suis plus intéressée à cette dimension-là. C'est intéressant. Dans la même lancée que ton parcours, un peu de voir la complémentarité entre psychodynamique puis neurosciences, c'est super intéressant. Puis vraiment, de toujours garder en tête que c'est pas parce qu'une approche a certaines théories sur un sujet qu'une autre ne peut pas venir complémenter la vérité parce que ce qu'on recherche, dans le fond, c'est multifactoriel, multi-tout. Il y a plusieurs facettes à une même vérité, à un même cas, puis il n'y a pas une seule expérience humaine non plus qui est pareille. Donc, je trouve ça super intéressant que tu explores ça d'un autre point de vue pour venir complémenter. Il y a plusieurs vérités, en fait. Oui, Il y a plusieurs c'est ça. réalités. Puis mon paradigme de recherche aussi s'inscrit un peu dans cette lignée-là, de co-construire les données avec les personnes, mais aussi de s'intéresser à différentes réalités puis différentes expériences, finalement, de la médication. Fait que je m'intéresse vraiment à la subjectivité des gens puis leur donner un espace où explorer puis mettre en mots cette expérience-là, ce qui parfois peut manquer dans certains milieux institutionnels. Je voulais pas te couper. Ben non, il n'y a pas de problème. Non, mais justement, tu sais, je pense que l'aspect de subjectivité, tu l'as amené quelques fois, puis je pense que c'est quelque chose que souvent on oublie. Tu sais, en psychologie, on est très... tu sais, il y a toute cette idée que là, la psychologie, pour que ce soit une science véritable puis reconnue, il faut que ça suive, tu sais, les principes de la science, puis il faut que ce soit quelque chose d'encadré puis de super objectif puis de super, tu sais, comme cartésien, puis tu sais, comme tout a sa place, puis tout doit être vraiment organisé. Mais au final, la psychologie, tu sais, ça étudie l'humain, ça étudie l'esprit, puis c'est pas objectif, cartésien, tout. Tu sais, je veux dire, il y a tellement des aspects de l'expérience subjective humaine qui ne répondent pas nécessairement à ces critères-là de, tu sais, fitter dans une boîte un peu, puis tout ça. Fait que je pense que justement, un peu comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'approche psychodynamique, ça vient vraiment remplir un vide ou un manque qu'on ressent peut-être avec d'autres approches qui sont tout aussi pertinentes, mais qui n'ont pas tout le temps cet aspect-là plus subjectif, plus comme du milieu interne, un peu de comme comment son rapport avec les... d'une personne avec sa médication, avec d'autres agents qui sont actifs dans sa vie. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement pertinent. Puis la psychodynamique, ça l'a beaucoup changé. Au fil des années, ça l'a évolué. Comment toi, mettons, là, en 2025, tes travaux de recherche s'inscrivent dans cette approche-là. Comment est-ce que tu perçois l'état un peu de la psychodynamique en ce moment? Il y en a qui se disent que, mettons, qui veulent plus travailler dans cette approche-là, qui disent que, mettons, c'était plus... Ouais, c'est ça, que c'était plus pertinent avant, que ça l'est moins, justement, avec l'avancée, mettons, des neurosciences. Mais toi, comment, mettons, tu vois la pertinence de la psychodynamique, Dans mon domaine de recherche, mettons, de façon plus générale, là, comme la psychopharmacologie, je vais boire de l'eau. Ben oui. Dans mon domaine de recherche, en fait, je vois la pertinence d'une complémentarité en neurosciences et approche psychodynamique et aussi phénoménologie, approche humaniste. J'ai l'impression vraiment que y a un grand potentiel, en fait, pour ce sujet de recherche-là. Parce que la médication, au-delà du fait d'être une molécule, c'est aussi un être humain qui, finalement, va prendre cette médication-là,
au-delà comme des effets de la molécule, il y a aussi comment la personne va se sentir, admettons, quand elle va prendre son médicament. Ouais. C'est quoi le sens qu'elle va y accorder? Ouais. Est-ce qu'elle voit ça comme quelque chose de nocif? Est-ce qu'elle voit ça comme quelque chose, au contraire, tu sais, qui va l'aider, qui va faire office de support? Ouais. Comment elle se représente, en fait, comme cette médication-là? Puis ça, je pense que c'est un aspect qui a justement été moins exploré dans la recherche. Puis je pense que les études, justement, comme en neuro, ça demeure comme super pertinent, comme dans mon domaine, mais je vois Une opportunité. une opportunité, justement, comme d'aller dans une autre direction, tu sais, comme de développer, justement, comme d'autres aspects liés à la médication, tu sais, sur lesquels on s'est un peu moins attardé. Puis comment je vois comme cette complémentarité-là, tu sais, comme dans la psychopharmacologie, c'est que de base, en fait, dans les débuts de la psychopharmaco, l'aspect comme de la subjectivité des personnes, c'était ça qui était comme mis au centre, en premier lieu, même avec les effets, admettons, de substances comme psychoactives, Ouais. tu sais, comme depuis l'Antiquité. Donc, de base, comme l'ancêtre un peu comme de la psychopharmacologie, en fait, c'était surtout d'étudier les effets, en fait, comme des différentes molécules sur l'esprit, comment ça peut venir changer les structures psychiques, les processus psychiques de la personne. Puis, en fait, j'ai vraiment comme l'intérêt, tu sais, comme en fait, comme à l'époque, Émile Kraepelin appelait ça la pharmacopsychologie. Tu sais, comme fait que le focus était vraiment plus axé sur la psychologie puis la subjectivité des personnes qui venaient prendre cette molécule-là. Fait que ça, on revient comme au tout début. Puis, au milieu du 20e siècle, c'est ça, comme, donc, pendant les années comme 50, quand ils ont découvert la chlorpromazine, tu sais, qui était le premier neuroleptique, là, donc antipsychotique de première génération, en fait, les psychiatres se sont vraiment penchés sur la question d'un point de vue holistique. Donc, de prendre en compte la molécule, mais aussi les caractéristiques de la personne qui les prend, puis le contexte aussi dans lequel elle prend ce traitement-là, puis les aspects du suivi. Donc, c'est comme si, moi, je vois mon projet comme ça, une tentative, en fait, comme de réunir, en fait, comme de dresser des parallèles, puis de réunir des éléments en fait, qui ont été théorisés, mais pour lesquels il n'y a pas encore eu d'aspect empirique, encore vraiment. D'où mon intérêt, justement, à mener une recherche sur le terrain exploratoire, puis de ramener, finalement, cette littérature-là, en fait, comme plus à jour. C'est super intéressant, vraiment. Je connaissais pas toute l'historique, en fait, là, de la psychopharmacologie. Là. 100%, ouais. Peut-être qu'on peut passer à une note un peu différente. Oui. Bien, on aurait une petite question par rapport à peut-être, tu nous parlais beaucoup de toutes les implications que tu as en même temps, puis on sait à quel point ça peut être demandant, non seulement le baccalauréat, puis rentrer au doc, mais une fois qu'on est au doctorat aussi, on imagine que ça s'arrête pas là, dans le fond, de s'impliquer, de s'engager, puis de partir différents projets. Puis on se demande à quoi ressemble peut-être ton quotidien en tant que doctorante. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, c'est ça, à quoi ça ressemble un day-to-day, mettons? C'est vraiment une bonne question. Je me la posais aussi au bac. Là. J'ai l'impression que, en fait, il n'y a rien qui prépare, un peu comme le bac, là. En fait, il n'y a rien qui prépare vraiment au bac. On peut entendre des expériences comme d'autres personnes, mais finalement, c'est nous qui créons comme notre chemin. Il y a plusieurs chemins qui existent pour... c'est quoi l'expression? Plusieurs chemins qui mènent à Rome. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire. Là. En tout cas, plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais mon parcours, en fait, je dirais que ça change tellement, en fait, comme de jour en jour. Ça dépend. C'est un peu comme tes travailleurs ou travailleuses autonomes. Si je devais établir un parallèle, puis t'as beaucoup de dossiers, genre, sur la planche. Puis t'as beaucoup de dossiers, mais t'as aussi beaucoup de feux à éteindre. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi tes feux les plus urgents à éteindre? Puis non seulement en termes de feux à éteindre, mais aussi, il faut que tu gardes une vision macro sur qu'est-ce qu'il y en a et comment les dossiers avancent. Puis finalement, parce qu'il faut que tu avances ta recherche, il faut que tu avances aussi
tes autres implications. Tu sais, comme par exemple, je m'implique pour une revue de psychanalyse. Que je trouve ça super intéressant, tu sais, mais ça aussi, il faut que je pense à le placer, tu sais, dans l'horaire. Quoi d'autre aussi? Ben, je m'implique, en fait, à l'extérieur, comme de l'école, dans une chorale, là, en fait, où je chante. Tu sais, comme, pour moi, c'est important aussi. Donc, finalement, c'est comment faire avancer comme tous ces dossiers-là, parce qu'il y a des sous-dossiers. Pour la recherche, il y a, mettons, les demandes de subventions, il y a avancer l'écriture d'articles, il y a mener les entretiens de recherche, par exemple. Il y a, en tout cas, il y a beaucoup comme d'aspects différents qui font en sorte que à chaque jour, il faut penser à qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, chaque journée, vraiment, est différente. Genre, des journées comme en déplacement, comme tout le temps, genre comme des réunions, comme des rendez-vous, tu sais, comme c'est ça, comme des meetings. Plus, mettons, avec mon directeur de recherche, mettons, comme pour la revue, tu sais, ou c'est comme d'autres projets étudiants aussi dans lesquels j'aime m'impliquer. Donc, en tout cas, finalement, mon bac se reproduit un peu dans mon doc. Comme, j'aime ça m'impliquer dans beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Le quotidien, je pourrais pas vraiment décrire une journée type parce que ça varie tellement une fois à l'autre. Mon heure de lever n'est pas forcément pareil non plus. C'est sûr que si je rédige mieux le soir et la nuit. Je suis un oiseau de nuit. Donc, admettons, ce matin, je me suis réveillée un peu dans les vapes parce que, parce que j'ai travaillé un peu jusqu'à tard. Donc, vraiment, c'est ça. Il y a des nuits où j'aime coucher comme très, très tard, à une heure déraisonnable parce que c'est là que la créativité comme vient. Puis, les tâches, mettons, plus d'organisation ou de planification, ça risque d'être plus le matin pour moi. Mais tout le monde est vraiment différent à ce niveau-là. Quand est-ce que tu es plus efficace pour les tâches admin? Quand est-ce que tu es plus efficace pour les tâches plus de créativité puis de rédaction? Je dirais que ça, c'est quand même une bonne façon aussi d'apprendre à se connaître au bac. C'est comme de déjà voir un peu comment est votre chronotype un peu. OK. Moi, j'avoue, tu sais, parce que des fois aussi, quand on est au baccalauréat, on se dit, est-ce qu'il y a des choses, tu sais, oui, au-delà de préparer notre dossier pour être accepté, comme est-ce qu'on peut se préparer au doctorat en tant que tel, tu sais, parce que c'est bien beau être accepté, mais après ça, tu sais, c'est comme, on est dans le doctorat, puis il faut qu'on le fasse, là, tu sais, il n'y a pas juste le fait d'être admis, là. Fait que je pense que c'est ça, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître son chronotype, de savoir quand est-ce qu'on est plus productif pour certains types de tâches versus d'autres. Je pense que ça serait déjà une bonne piste à avoir au baccalauréat. Et de se respecter là-dedans aussi. Mais oui! C'est ça. Puis des fois, c'est difficile aussi parce qu'on veut se respecter, mais en même temps, tu sais, justement, un peu comme tu dis, si, mettons, je me dis, OK, moi, c'est à minuit que je suis le plus productive. Mais là, après ça, tu sais, je sais que j'ai une rencontre le lendemain matin à 6 heures. C'est comme. C'est ça, tu sais. Fait que des fois, de pallier avec à la fois comme se respecter, oui, notre personnalité puis nos caractéristiques, mais en même temps, les exigences du monde externe, c'est comme. On est un peu. Donc, j'ai eu des périodes de rédaction plus intenses, là, où justement, je pouvais me permettre d'être plus nocturne, puis de me lever plus tard, puis pas de ressentir de culpabilité, puis de me coucher plus tard et pas de ressentir de culpabilité, comme par exemple, en fait, à l'automne 2024, c'était beaucoup ça. Là. J'étais plus comme dans ma rédaction, comme de nuit chez moi, c'est un peu comme dans mon cocon. Là, ouais, c'est ça. Comme, le confort de chez moi. Mais quand j'étais, c'est ça, comme en début de parcours, il y avait comme plus... En tout cas, j'avais mis comme plus de cours à mon horaire. Puis aussi, c'est ça, comme je m'impliquais dans la vie étudiante, je voulais rencontrer du monde aussi. C'est important pour moi de rencontrer du monde. Puis c'est ça, que cette aventure-là, on la vive aussi ensemble, avec des collègues, avec des amis. Et pas juste en psychodine, comme dans d'autres approches, justement. Donc, pour moi, c'était vraiment important. J'ai beaucoup d'amis aussi en humanisme, puis un peu en neuro, en tout cas, puis en communautaire. Fait en tout cas, j'aime ça, l'idée de pas comme se canter à une approche. À l'UQAM, on a cette richesse-là, on a cette chance-là, comme d'avoir comme des étudiantes de diverses approches, puis de différents points de vue. Pourquoi pas? Pourquoi pas se parler? Travailler ensemble. Puis travailler ensemble, en tout cas, c'est quelque chose que je pense qui devrait être comme exploré davantage comme dans d'autres cours, là, mettons dans des cours au bac ou au doc, là.
Donc, ouais, à ma première année, pardon, je suis une toile d'araignée. Oui, à ma c'est première parfait. année, c'est ça, comme c'est important pour moi aussi en tout cas, faire comme plus de cours et Mhm. tout. Fait que là, j'avais un horaire un peu plus de jour, Ouais. ou, admettons, j'avais 2 cours par jour. Puis, sinon, je lisais. Ma première année, en fait, je lisais, puis je lisais beaucoup en lien avec ma recherche, OK. en lien avec les cours aussi. On a Ouais. beaucoup de cours, puis beaucoup de lectures aussi, puis de travaux aussi à rédiger. C'est comme avoir plusieurs travaux de session, comme à mener en parallèle, comme OK. plein de projets comme en parallèle. Il y a beaucoup de présentations orales OK. aussi. Donc, je vous encourage à développer une Ouais. aisance si c'est quelque chose naturellement qui vous intéresse. tu sais. Et ben, c'est ça, je dirais. Ouais, l'aspect comme présentation orale, comme séminaire, là, tu sais, au cycle supérieur, ça prend quand même comme de la place, l'importance. De lire beaucoup sur des sujets qui vous intéressent. Puis approcher des profs aussi. C'est de lire leurs travaux, tu sais, Ben oui. c'est super important. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça qui me vient en tête Ben pour oui. le moment. Ben c'est vraiment parfait. Ben, écoute, si tu veux, nous, on passerait à la dernière session, la section comme officielle avant le petit jeu, qui est la section des conseils. Fait qu'on aime ça toujours finir un peu avec des conseils pour notre auditoire, pour les gens qui vont peut-être écouter ce podcast-là. Fait qu'on en a quelques-uns. Le premier, ce serait si tu avais un conseil à donner, puis ça, c'est des choses que tu as peut-être déjà un peu parlé, fait que tu sais, ça va ramener en même temps. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui commencent leur baccalauréat, ce serait quoi? Mettons qu'ils sont à leur première session, là, tout début, là, des choses que tu te dis, moi, avoir su, j'aurais pris. Avoir su, j'aurais pris moins de cours pendant ma première année, juste pour me faire une idée, m'adapter. Surtout les gens qui, admettons, comme moi, admettons, ont déménagé à Montréal, ont expérimenté, admettons, la vie d'appart pour la première fois et qui, en plus, comme transitionnent vers l'université. J'ai transitionné direct du cégep à l'université. Donc, je dirais comme de se donner le temps le plus possible parce que aussi prendre moins de cours pendant la première année, si c'est une possibilité, ça permet aussi de trouver, admettons, un poste d'auxiliaire de recherche, par exemple, donc d'être rémunéré aussi, comme en parallèle. Ce qui peut être assez important si on vit en appart à Montréal, c'est quand même, Donc, d'être rémunéré, donc c'est ça comme de vivre, mais aussi de pouvoir comme expérimenter, tu sais, pour les gens qui, c'est ça, comme moi aussi, ont eu le privilège d'avoir de l'aide financière, là, tu sais, comme de mes parents, c'est comme d'expérimenter aussi sur le plan du bénévolat, puis voir aussi comment on a envie comme de s'orienter. Je pense qu'avoir pris moins de cours, si j'avais fait mon bac en 4 ans, mettons, à place de 3 et demi, je pense que ça aurait été... je pense que je me serais donné ce conseil-là à moi-même. Parce que j'avais commencé ma première année avec des 5 cours par session, mais je trouvais pas que ça laissait beaucoup de place pour respirer puis réfléchir finalement à comment je voulais orienter finalement mon bateau, ce que j'ai pu plus faire à partir du moment où j'ai commencé à prendre moins de cours par session. Donc, d'où le fait que j'ai fait mon bac en 3 ans et demi. Fait que c'est un conseil que je donnerais. Puis aussi de se donner la chance d'explorer puis de s'impliquer comme dans différentes activités. La vie étudiante aussi, c'est super important. Pas rester seul puis isolé aussi dans ce parcours-là qui peut être confrontant, qui peut être difficile par moments. Puis de juste partager des expériences puis se défouler avec des amis puis des collègues. Garder une place aussi pour moi, pour les... garder une place pour les arts, ça a été important aussi pour moi d'écrire. Genre création comme littéraire un peu plus. Donc, j'écris de la poésie sur... Comme Alexandre, dans le fond, les deux, vous êtes dans... C'est vrai, en plus. C'est fou, hein? Ben, c'est ça, les filles avaient réussi à la saison 1, puis il y avait tellement un beau parcours, puis il avait mentionné ça aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as comme en commun avec lui? C'est intéressant que tu le mentionnes. Ouais, puis je l'avais appris un peu comme plus tard. OK. Là, c'est comme, en tout cas, c'est ça, quand je l'ai eu comme
comme prof, tu sais, pour le cours d'histoire critique. Là, je pense qu'il avait comme fait une petite mention bref. Puis ensuite, je m'étais aussi intéressée à ses travaux comme de création littéraire, mais j'écrivais déjà comme depuis que je suis jeune. Là, fait que c'était juste vraiment drôle de... Les atomes crochus, c'est fou comment vous êtes vraiment un bon match. Là. C'est assez... C'était quand même drôle aussi parce que quand j'écrivais comme de la poésie, surtout pendant le confinement, là, c'était surtout comme pour me défouler. Ben oui. On en avait tous besoin en ce temps-là. Vraiment. C'était quand même pas facile. Puis j'écrivais beaucoup genre de poésie. J'avais besoin de sortir des choses puis de les coucher sur le papier. Donc ça, c'est... en tout cas, ça a été quand même salvateur là, de garder l'écriture. Toujours garder l'écriture là, quand ça va moins bien. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Parfait. Ben, sinon, un autre petit conseil dans la même lignée, ce serait peut-être si tu avais une méthode, une ressource, un outil que tu trouves vraiment indispensable ou qui était vraiment... que joué un grand rôle dans ton parcours qui t'a mené jusqu'ici, qui t'a aidé, qui t'a supporté. De pas hésiter à foncer, je pense. Puis ça a l'air vraiment cheesy dit de même, là, mais je pense que dans mon cas, c'était vraiment comme cette intensité-là, c'était de la naïveté, là, comme on disait, un peu de juste être intéressé par plein de choses, tu sais, puis d'y aller, puis de se dire, ben, dans le pays d'école, la personne va me dire non. Tu sais, j'y allais un peu, en fait, de façon, c'est ça, un peu quasiment, pas nonchalante, là, parce que oui, genre, je m'en souciais, là, mais vraiment de me dire, OK, c'est lancé dans l'univers, dans le pays d'école, on me dit non, puis genre, that's it, là. Fait que de pas le prendre personnel s'il y a des refus, puis juste de persévérer, en fait, là, d'y aller. Quand il y a une porte qui se ferme, ben c'est ça. Un peu comme tu disais, là, avec la redirection, là, il y en a une autre qui va s'ouvrir forcément. Il faut juste faut continuer. Puis rester proactif dans ses recherches aussi. Je pense que c'est important là, d'aller chercher les opportunités, de voir sur les groupes Facebook qu'est-ce qu'ils donnent. Puis de voir un peu... fun fact, là, c'est une amie du bac qui avait parti le groupe, en fait, le doctorat en psycho. Non, c'est pas vrai. En tout cas, genre, donc, de rester comme proactive dans ses démarches, puis de s'entraider, je pense que c'est super, super important. Là. Donc, voilà. Ben, super. Ben, avec ça, je pense qu'on serait prête peut-être à passer à un petit segment jeu ceci ou cela. Donc, c'est vraiment un petit jeu très simple pour un peu sortir du cadre académique de la psycho, puis plus te connaître toi personnellement. Donc, c'est ça. Ça va être quelques petits énoncés vraiment simples. On peut commencer avec le premier, peut-être. Planification ou spontanéité? Spontanéité, mais avec un bout de planification. OK. Écrire ou lire? J'aime vraiment les deux, c'est facile. Mais là, on a parlé de poésie. Tu sais, j'aime en lire et en écrire. Je choisirai pas. C'est pas possible. OK, parfait. Lève-tôt ou couche-tard? Ça, tu nous l'as mentionné. Couche-tard, OK. Travailler avec les enfants ou les adultes? Avec les adultes. OK. Lire des romans ou des articles scientifiques? Ces temps-ci, je suis un peu plus dans les romans et bandes dessinées. Okay. Comme je pense que c'est important de lire aussi autre chose, puis aussi de continuer de se nourrir aussi comme de culture. Je pense que finalement, comme les deux viennent se répondre, j'aime beaucoup les articles. Puis ces temps-ci, je suis plus dans une passe de romans, comme BD. Super. Vivre dans le moment présent ou anticiper l'avenir? Ces temps-ci, en fait, de façon générale, je suis dans anticiper l'avenir. Comme je pense comme une travailleuse autonome là, qui garder une vision macro puis savoir où s'en aller. OK. Réviser en avance ou à la dernière minute? Je suis quand même un peu dernière minute. OK. Travailler seul ou en équipe? Ça dépend de l'urgence du deadline. En avance, j'aime ça travailler en groupe, en équipe. Puis sinon, quand il y a juste pas le choix, j'aime ça être vraiment dans ma zone puis être seule. C'est un bon point. Dernière question. Musique ou podcast?
podcast, excuse-moi. Ouais, je suis. Ben, c'est ça. J'aime beaucoup les podcasts et j'aime beaucoup la musique. Ouais. J'irais musique. S'il fallait trancher. Ben oui. OK. Super. Ben, ça conclut notre petit jeu. Puis on n'avait plus d'autres questions. Dans le fond, on avait vraiment fait le tour. Fait que ça clorerait l'épisode. Merci Ouais. encore énormément de toutes tes réponses. Pour de vrai, comme on est vraiment allé dans des points qu'on n'avait même pas pensé qu'on allait aborder au final. Puis, ouais, vraiment, là. Super, un échange super riche. Merci de t'être ouverte puis d'avoir été ici avec nous puis c'est ça, d'avoir répondu avec honnêteté puis ouverture. Sérieusement, c'était super enrichissant. Ouais, puis on a Merci bien hâte de beaucoup. voir la suite de ton projet. On garde Oui. ça de très près pour voir la suite de ton projet. Ben, merci beaucoup, puis merci à vous aussi pour cette opportunité-là, puis aussi ce podcast-là. Je pense que les études au bac, c'est difficile, puis juste d'avoir, je pense, des initiatives comme ça pour s'entraider, puis jaser, je pense que ça contribue à rendre le milieu peut-être moins aride, en fait. Mhm. Définitivement. Super, Ben, ben merci beaucoup.